Nous sommes avec notre nouvel invité, Nader Alami, qui est psychosexologue clinicien, également historien et fondateur du site celibérez-vous.com. Nader, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que donc tu peux te présenter brièvement, nous expliquer donc qu'est-ce qu'un psychosexologue clinicien, parce que c'est des mots savants que peut-être la plupart des gens ne connaissent pas, nous parler un petit peu de ton parcours avant qu'on rentre dans les détails, puisque tu es aussi auteur, et on va en parler par la suite. Ok, moi c'est, j'allais dire très simple. J'ai un parcours, en fait d'abord j'ai été très curieux de la vie. Je ne me suis jamais habitué à être en vie. Ça m'a toujours émerveillé. Je trouve ça miraculeux, qu'est-ce qui se passe. Et donc j'ai voulu comprendre l'homme, et en essayant de comprendre l'homme, me comprendre moi. Donc voilà, je me suis inscrit en histoire, département d'histoire à la faculté. J'étais jusqu'à un doctorat en histoire. Et chemin faisant, tu sais, l'histoire, c'est apprendre à connaître l'homme, comme je le disais. Je me suis dit, mais attends, mais il y a quelque chose qui est commun à toutes les sociétés, parce que je voyageais en coupant mes études, je partais, je revenais, je partais, je revenais. C'est qu'on a... toutes les sociétés ont cherché à gérer un petit peu la démographie, en ce sens qu'il fallait contrôler les hommes. Donc il ne fallait pas qu'on soit trop nombreux si l'énergie n'était pas suffisante, mais en même temps, il fallait qu'on soit assez nombreux pour défendre l'énergie que nous possédons, pour ne pas se laisser envahir par les autres qui peut-être seraient en crise et voudraient s'accaparer la nôtre. Et chemin faisant, je comprenais que la sexualité était évidemment la source première qui amenait à ce contrôle démographique, soit en appelant à avoir plus d'enfants, soit en contrôlant les naissances. Donc, de là, je suis parti en sexologie. J'ai fait un passage au Center for Healthy Sex de Los Angeles. Ensuite, je suis revenu à Paris, à l'école de psychosexologie de Paris. Et j'ai ouvert mon cabinet. Et puis, le psychosexologue, en fait, c'est celui qui va s'intéresser à deux choses. Il a deux casquettes. C'est les troubles liés à la sexualité, que peuvent rencontrer les hommes ou les femmes, et puis la thérapie de couple. Parce qu'il arrive que sur le plan de l'intimité, un couple se porte très très bien, mais qu'il y ait un problème quand même de communication au sein du couple. Voilà, il est aussi thérapeute de couple. D'accord, c'est vraiment un parcours atypique que tu as. C'est assez impressionnant d'être passé de l'histoire finalement à la sexologie. De voir en fait le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Alors je sais que tu es auteur d'un livre. Est-ce que tu peux nous expliquer donc quel est ce livre, l'histoire de ce livre, de quoi est-ce que tu parles dans ce livre, avant qu'on explore peut-être d'autres questions liées justement à ton parcours? Alors ce livre s'appelait au départ, je l'ai écrit parce que j'avais beaucoup de questions qui me venaient justement de la part de gens qui étaient de confession musulmane, et qui, voyant un sexologue qui leur ressemblait, eh bien tiens, on ne pensait pas qu'on pouvait poser des questions, on ne pensait pas qu'il y avait une porte à laquelle on pouvait frapper pour avoir une écoute déjà, et une aide, pourquoi pas. Et puis moi j'ai voulu alors à ce moment-là voir que les problématiques étaient nombreuses, et intéressante et parfois surprenante, eh bien compiler tout cela, en essayant de garder un équilibre homme-femme, donc autant de cas d'hommes que de cas de femmes, et donc j'en ai fait un livre mais vraiment question-réponse. D'accord. La problématique du sujet, du patient ou de la patiente, je changeais un peu les noms pour que, évidemment, garder l'anonymat, et puis j'apportais une réponse. Voilà. J'en ai fait un livre qui au départ s'appelait, de manière un peu crue si je puis dire, Les musulmans et le sexe. Et partout où j'allais, donc quand il y avait des conférences, j'étais invité par-ci, par-là, etc., je témoigne qu'il n'en restait plus jamais un seul. C'est-à-dire que si je faisais une conférence le lundi
que je rentrais chez moi et qu'il fallait revenir le mardi, je revenais le mardi, il n'y en avait plus. Voilà. Donc, ce livre a intéressé des éditeurs. Il y a un éditeur qui m'a proposé de l'éditer, ce qui a été fait. Et puis, voilà, donc au départ, j'ai voulu dire, regardez-vous, regardez-vous, regardez-vous tel que vous êtes. Il y a l'être fantasmé, et puis il y a la réalité. Vous voilà tel que vous êtes. Parce que un tel, c'est une telle, c'est vous. C'est des gens que vous connaissez, et c'est même un peu de vous. Voilà. D'accord. En fait, on va dire que lorsqu'on regarde dans le Coran, les versets qui sont relatifs à la sexualité sont très courts. Il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet, parce qu'on voit que c'est quelque chose finalement de naturel sur lequel il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de développement. Dans les hadiths, il y en a peut-être un peu plus, parce que c'est peut-être des cas pratiques de la vie quotidienne. Et on va dire dans les sociétés dites normales, c'est un sujet qu'on n'a pas besoin d'aborder parce qu'il fait partie en fait intégrante de la vie, il n'y a pas de crispation autour. Mais aujourd'hui, donc en 2024, on voit qu'il y a soit une crispation d'un côté, donc ça peut être tabou à cause de ça, ou bien soit au contraire, on voit la jeunesse, et pas que la jeunesse, aller vers des travers comme la pornographie, etc. Et qui fait qu'en fait, il y a une certaine destruction de la sexualité, soit à cause d'un excès d'un côté, soit d'un laxisme de l'autre. Donc pourquoi est-ce que c'est important en 2024, peut-être justement d'aborder ces sujets et de casser un petit peu les tabous qu'il peut y avoir autour de cela? Moi, je crois que c'est même vital. Pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est carrément vital parce que quel est notre contexte? Tu parlais du Coran et des hadiths qui tiennent compte d'un contexte. Et ce contexte, effectivement, il y avait certaines choses à réajuster, donc il y a des réponses qui sont apportées à des questions, voilà. Et ce n'était pas la peine d'en faire tout un... Même si, effectivement, il y a beaucoup de hadiths qui en parlent, et le Coran a cette particularité avec peu, dire beaucoup. Voilà, c'est ça qui est magnifique dans le Coran. Et qu'est-ce qui fait qu'en réalité, il y a la vie? C'est d'abord la rencontre intime, la rencontre sexuelle entre un homme et une femme. Donc, à la source même, l'importance, elle est là. Tout le monde la comprend. Sauf que dans notre contexte, à nous, aujourd'hui, nous avons deux choses qui sont même prises très au sérieux par les dirigeants politiques, même des pays les plus libéraux, j'entends la France, j'entends la Suède, etc. C'est que il y a, et les musulmans ne sont pas épargnés par cela, ils sont même autant impactés que les autres par cela. Ou bien une grande frustration, c'est-à-dire rien, ou alors des portes qui s'ouvrent vers ce qu'on appellerait de la perversion. Et donc ce sont ces deux propositions qui sont faites, mais l'équilibre sexuel, c'est celui-ci qui devrait être enseigné. Et c'est celui-ci, grâce à quoi nous sommes vivants ici et maintenant. Nous tous autres nous sommes, à travers la planète. Donc, ni la frustration, ni la perversion ne peuvent être les écoles pour des gens qui se veulent équilibrés et des bienfaiteurs sur la terre. Ce n'est pas possible. Donc, nous n'avons pas les moyens de ce tabou. Il faut véritablement en parler. Bien évidemment qu'il faut savoir comment en parler. Il y a des outils pour cela, chacun en fonction des valeurs qui sont les siennes. Mais en tout cas, le silence fait tout à fait les affaires et de la frustration et de la perversion. Tout va bien de ce côté-là. Et justement, donc, pour rebondir sur ça, donc, toi, je sais que tu proposes donc, des thérapies pour les adultes. Donc, les adultes qui sont dans une recherche sur ces questions-là, ils peuvent se tourner vers toi. Mais souvent, nous, on a des interrogations de la part des mamans pour savoir comment s'adresser à leurs enfants sur ces questions. Ça veut dire qu'ils arrivent à l'âge de l'adolescence ou bien leurs enfants commencent à approcher la puberté. Et donc, ils savent que c'est un sujet
qui traversent leur esprit, parce qu'ils en entendent parler à l'école, sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas comment aborder la chose. Est-ce que toi, tu aurais des conseils ou des directions à donner justement pour les mamans, mais également pour les papas, pour savoir comment en parler avec les enfants de manière à ce que ce soit quelque chose qui soit sain et qui ne relève pas du tabou, et éviter justement frustration ou perversion? D'abord, que les choses soient claires, il ne s'agit pas de choquer. Voilà. Il ne s'agit pas de dire aux gens, vous n'avez rien compris, voilà, d'être dans une sorte de nouvelle idéologie. Il faut respecter les gens, il faut respecter leurs craintes. Je comprends tout à fait qu'il ne soit pas aisé pour des parents d'aborder ces sujets-là. Voilà. Et puis maintenant, une fois que c'est dit, ces sujets-là, on peut aussi comprendre qu'il est important de les aborder. D'accord ? Sans choquer. Comment on pourrait les aborder ? Eh bien, selon les valeurs qui sont les siennes, puisque moi je m'adresse à un public très large, qui n'est pas uniquement un public musulman, mais je suis toujours très attentif à parler aux gens en fonction de leurs valeurs pour justement les amener, toujours au même but, à l'équilibre sexuel, au bonheur, et puis à vivre bien. En islam, on a quelque chose, une institution qui s'appelle le mariage. Ben voilà, je pense que c'est une excellente porte d'entrée pour parler à ces adolescents de la vie intime. Voilà. On reste dans le cadre des valeurs islamiques. Une fois qu'on a parlé, qu'on a ouvert la porte de la discussion sur le couple, sur ce que c'est que le couple, eh bien, tout doucement, les choses vont amener vers une possible discussion également sur ce qu'est la vie intime. Et puis aujourd'hui, il y a tout de même des façons indirectes de l'aborder. On n'est pas obligé à chaque fois de but en blanc comme ça. Si on s'en sent capable, c'est toujours par rapport aux gens. Des mamans peuvent tout à fait aller à la librairie El Baïna et laisser traîner ensuite des livres dans le salon que la jeune fille ou le jeune garçon, voilà, en même temps ce sera d'une pierre deux coups, l'amener à lire, hein, on a aussi une crise de la lecture chez beaucoup de nos jeunes, et à se renseigner par eux-mêmes, et à développer leur imaginaire par eux-mêmes, et à faire des choses qu'ils auront lues, ou à ne pas être d'accord, et ensuite en se construisant à travers leur lecture. Mais en fait, c'est ce qui a toujours été fait. Voilà. Mais c'est la première fois, depuis, on va dire, moi je mets ça dans... Si on parlait tout à l'heure d'histoire, historiquement, c'est ma thèse en tout cas, que les peuples, quand ils sont colonisés, ils font de la chose sexuelle ou la dimension sexuelle, parce que pour moi il s'agit d'une dimension, eh bien quelque chose de tabou. C'est-à-dire ils se referment sur cette question. Mais si on regarde du temps d'un islam plus libre, plus fort, eh bien la chose, on en parlait de manière très aisée. Il suffit de voir le nombre de hadiths sur la question. Oui, même des livres qui ont été écrits. Après, peut-être que la différence à notre époque, même pour dépasser le cas de la colonisation, c'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être une hyper-sexualisation à travers les réseaux sociaux, etc. Ce qui fait qu'en fait, on a des mamans qui font face à un phénomène, c'est qu'à l'école, on entend de plus en plus parler de la théorie du genre, par exemple. À la maison, les mamans ont peur peut-être que leurs enfants, avec le téléphone, donc ils savent pas forcément, il n'y a pas un contrôle comme il pouvait y avoir sur la télé auparavant, donc que les enfants voient des vidéos de pornographie ou autres, et donc il y a une certaine addiction ou des choses négatives, en fait une sexualité malsaine qui se développe chez l'enfant, et donc pour préserver, on va dire, sa nature saine, eh ben, ils ont des fois envie de parler avec eux, parce qu'ils ressentent en fait, eux, un besoin, pas forcément l'enfant, mais un besoin de leur dire attention, il y a des choses qui sont dangereuses, et qui circulent dans la société, qui circulent à travers les réseaux sociaux. Et là, du coup, est-ce qu'il vaut mieux faire silence sur ces questions et laisser, on va dire, la jeunesse passer et l'éducation familiale fera que, le cadre familial fera que ça n'aura pas d'impact, ou bien est-ce qu'il vaut mieux des fois aller directement, rentrer dans le sujet directement, parler aux enfants, attention, tu sais que avec ton téléphone tu peux tomber sur des vidéos qui ne sont pas correctes, il faut respecter la femme c'est pas un objet, etc. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Nos enfants doivent se sentir dans un climat où ils se sentent libres de nous parler de tout.
C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir peur de soulever une question avec nous. Bien sûr. Ils ne doivent pas se sortir. Parce que sinon, il ira chercher la réponse ailleurs. Exactement. Et pas forcément là où il faudra. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est très important. C'est-à-dire que, parce que je vois aussi beaucoup d'adolescents, même si je n'aime pas ce terme d'adolescent, je ne l'aime pas, qui ne se voient pas du tout pouvoir parler de ce dont ils voudraient parler avec leurs parents. Voilà. Bon, premier point, c'est ça. Hein. Inscrire ici, tu es dans un endroit sécure. Ici, on t'aime ici. Ici, on veut ton bien. Ici, il y a une question qui te traverse l'esprit, quelque chose qui te dérange, tu as un point d'interrogation, t'en parles. Et on va voir. Et si on ne sait pas, on va demander. Très bien. Voilà, on n'est pas obligé d'être les savants de savants. On ne sait pas tout. Il n'y a pas de problème. On va demander à qui c'est. Et ça aussi, c'est une directive religieuse. Bien sûr. Demander à ceux qui savent. Bien sûr. Tu vois. Donc, l'endroit sécure. Ensuite, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ils verront ce qui ne vous plaît pas. Bien sûr. Puisque ça vient même si tu ne le demandes pas. Okay. Le pire est de ne pas avoir un autre projet. Parce que si tu n'as pas d'autre projet, eh bien, ça devient le projet. Et aujourd'hui, tout, ou en tout cas, allez, nuançons toujours un petit peu le propos, mais je ne crois pas trahir mes collègues si je dis que l'écrasante majorité d'entre eux disent que la pornographie, si on prend cet exemple-là, n'a pas fait que du bien en termes de santé sexuelle. Je ne parle même pas de morale. Je parle de santé sexuelle, puisque depuis que l'accès est très facile aux sites pornographiques, eh bien, les troubles liés à la sexualité ont explosé. Et pour exemple, ce qu'on trouvait, alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la pornographie, mais c'est un exemple intéressant. Les troubles que l'on trouvait, par exemple, comme le trouble érectile, qu'on trouvait généralement chez l'homme qui a passé la cinquantaine, eh bien voilà qu'on le trouve de plus en plus souvent, hein, ça n'est plus anecdotique, chez des jeunes hommes qui ont 23, 24 ans. Voilà. Donc il y a quand même un avant et un après. Bien évidemment, il n'y a pas que cette raison-là, il y a aussi la malbouffe, il y a aussi le climat pollué, il y a aussi la sédentarité, enfin il y a plein de facteurs qui font que, mais ça n'a pas, loin de là, arrangé les choses lorsque l'imaginaire est pollué par des idées comme la performance, par toujours plus loin, etc., etc. Voilà, donc ils verront tout cela. Donc le pire, c'est qu'il n'y ait pas de contre-projet. Et dans contre-projet, il faut toujours parler au nom d'un objectif. Parce que le cerveau ne comprend pas qu'on lui dise de ne pas aller vers la facilité. Au nom de quoi il n'irait pas vers la facilité? Tu lui demandes un effort. Alors le cerveau comprend qu'il faut faire un effort s'il y a une récompense derrière. Si c'est l'effort pour l'effort, je ne comprends pas. D'accord? Jadis, nos anciens, quand je parle des anciens, c'était les très très anciens, hein, ceux qui devaient chasser pour manger, quoi. Ok, chasser, c'est faire un effort. Mais à la clé, je me nourris. Et ça me fait du bien. C'est une récompense. Je devais me renseigner. Il me fallait de l'info. C'est quand même un effort d'aller chercher des infos. Mais j'avais besoin de ça parce que pour me déplacer d'un point A à un point B, le point B, j'avais besoin de voir qu'il était sécure, qu'il n'y aurait pas des serpents, qu'il n'y aurait pas un peuple ennemi qui voudrait s'en prendre à moi, à ma sécurité. Donc la récompense, c'était la sécurité. Donc pareil, il faut une vision. Il faut proposer une vision. Il faut que ce soit attrayant. Il faut proposer la récompense. La récompense, ça peut être une meilleure santé, une meilleure énergie sexuelle pour toi. Être heureux dans l'intimité sur le long terme. Alors que, de l'autre côté, tu risques d'y laisser ton désir. Très bien. Merci beaucoup, c'était vraiment très éclairant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu que tu t'arrêtes uniquement sur le problème, tu regardes ça de manière beaucoup plus globale. Et donc, finalement, en fait, c'est vraiment une question d'éducation
et on va dire de dialogue, de confiance à la maison, et surtout de proposer aux enfants en fait, un projet de vie, donc de grandir avec une vision de la vie, et de ne pas s'arrêter donc, sur certains détails qui sont en fait, finalement juste des détails qu'on va rencontrer dans sa vie, mais qui ne sont pas la vie en elle-même. Donc, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. En fait, c'est tellement vrai, mais tellement difficile, il faut l'admettre, parce que la nouvelle religion dominante, quelle est-elle? C'est pas le judaïsme, c'est pas le christianisme, c'est pas l'islam. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? C'est une manière de vivre. Parce que la foi, ce qu'il y a dans le cœur, on ne le voit pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est ta manière de vivre. La manière de vivre majoritaire, c'est le consumérisme. Or, le consumérisme, c'est l'ennemi de la patience. Il ne veut pas des gens patients, donc il ne s'agit pas de... Or, pour l'éducation, il faut de la patience. Le consumérisme a besoin de gens frustrés, pressés, et qui ne demandent qu'une chose, à consommer rapidement. On ne peut pas s'entendre. Donc, on ne pourra pas, évidemment, et ce n'est pas ce qui est souhaitable, mais il faut trouver un équilibre entre les deux. Consommer raisonnablement des bonnes choses de la vie, mais faire en sorte qu'on ait une hygiène de vie telle qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'on se fortifie et non pas qu'on s'affaiblit. Parce qu'on a une vie à vivre. Exactement. Merci beaucoup, Nader. C'était vraiment très instructif. Merci beaucoup. Alors, célibérez-vous.com, la nouvelle école de l'amour et du couple, c'est une structure qu'on a fondée justement pour venir en aide aux célibataires qui veulent se marier. Dans Célibérez-vous, il y a un jeu de mots, libérez-vous du célibat. Mais ça s'adresse uniquement, bien sûr, aux gens qui souhaitent se marier. Tout le monde n'a pas forcément ce projet. Dieu merci, on est dans un monde libre. Mais ceux qui ont le projet de se marier, ceux qui veulent se marier, eux aussi doivent se sentir libres de le faire. Et on est là pour les y aider, donc en leur présentant d'autres profils qui pourraient leur correspondre, mais pas que. Parce que, vous savez, le mariage, c'est aussi une école. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le nombre de divorces, de séparations, de mésententes dans le couple est quelque chose d'important. Et je vous le dis, je pense, et j'ai bien vérifié sur le terrain, que très très souvent, on n'a pas idée de ce qu'est le mariage. D'accord ? Donc il faut aussi, on parlait tout à l'heure de patience, le mariage c'est aussi une école de la patience. Si on vient dans le mariage, dans le couple, en étant uniquement un consommateur hyper pressé dans tous les domaines, ça ne peut pas fonctionner. Donc on n'est pas deux concurrents, on est deux partenaires. On doit se complémenter et non pas faire la course à qui sera le premier. Donc c'est une école digitale, mais aussi en présentiel à travers les événements que nous organisons. Mais ce à quoi moi je voudrais vraiment vous sensibiliser, ce que ça peut intéresser, c'est que vraiment, il y a des gens, je vais peut-être vous paraître sévère, mais je pense qu'il y a très très peu de gens aujourd'hui qui sont aptes à la vie de couple. Donc faites très attention aux gens que vous pouvez rencontrer qui pourraient vous dire que machin, ceci, cela. Je pense qu'il y a des façons de faire qui pourront vous montrer si oui ou non vous êtes non pas seulement compatibles mais aussi complémentaires. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne misent que sur la compatibilité. Moi, je suis très compatible avec un ami à moi. On a les mêmes goûts, c'est super, ça va très bien. Mais vivre avec quelqu'un, on a intérêt quand même de pas seulement être que compatible, mais aussi complémentaire. Et être complémentaire, c'est très simple. C'est-à-dire que tu as les qualités que moi, je n'ai pas. Parce qu'on pourra s'en servir à ce moment-là. Et moi, j'ai celles que toi, tu n'as pas. Parce que de la même façon, toi et moi, ça fait... On est plus fort. On est plus fort, pourquoi ? On est plus fort pour affronter les aléas de la vie, et on en verra des aléas quand on vit en couple et qu'on veut que le couple s'inscrive sur la durée, et en plus avec la venue de beaux enfants qui grandiront et qui apporteront à leur tour leurs problématiques. Ce n'est pas une mince affaire. Voilà, donc prenez bien soin de vous, mais le projet de couple, ça se prépare.